Bonjour, je me présente Jean-Luc Rognon, donc rédacteur en chef de Supply Chain Magazine, et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie du cycle de conférences qu'on a intitulé e-commerce déjà le monde d'après, avec une conférence sur la performance logistique environnementale et environnementale au cœur du nouvel entrepôt e-commerce non alimentaire de Monoprix. Alors, on parle du monde d'après, de l'e-commerce de demain. Alors ça tombe bien parce que l'e-commerce de demain, c'est le Black Friday demain. Alors c'est peut-être l'e-commerce de demain, évidemment, dans un peu plus, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Mais ça va beaucoup plus vite que ça. Et donc cet e-commerce-là, il devra évidemment être efficace d'un point de vue opérationnel, mais aussi pouvoir s'adapter un peu à la demande, au pic d'activité à x5, x10 sur quelques jours, il devra aussi être performant sur le plan environnemental. Et c'est aussi un peu ça qu'on avait envie de mettre en avant, puisque notre fil rouge cette année sur Supply Chain Event, c'est vraiment justement dessiner sa trajectoire vers la performance. Et ce mot performance, il est plus seulement économique et opérationnel, mais il est de plus en plus la partie environnementale de la performance. Et donc voilà, là c'est vraiment quelque chose un bon exemple précurseur, cet entrepôt e-commerce non alimentaire de Monoprix Samada à Moissy-Cramayel, parce que c'est le premier bâtiment logistique carbone neutre au monde. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté par Prologis. On en discutera évidemment par la suite, et qui est doté en plus d'un système robotisé de Skypod d'Exotech. Pour en discuter, on a la chance d'avoir avec nous trois protagonistes de ce beau projet. Déjà Sébastien, qui est au centre Sébastien Lézé, qui est le directeur général de Samada, donc la partie logistique de Monoprix. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Oui. À sa gauche, on a Gilles Bollard, qui est exécutif vice-président de Sales d'Exotech. Exactement, bonjour. Et puis à sa droite, Olivier Barge, donc, qui est VP Project Management and Innovation chez Prologis Europe de l'Ouest. C'est ça, Olivier ? Europe du Sud. Pardon ? France, Espagne, Italie. Europe du Sud, pardon. Bonjour à tous. Donc, pour commencer, peut-être, Sébastien, est-ce qu'on peut savoir un peu que représente l'enjeu de l'e-commerce pour Monoprix, pas seulement à la veille du Black Friday, mais en général, quels sont les enjeux, les problématiques, et qu'est-ce qui a changé avec l'accélération qu'on a pu connaître avec le Covid ? Alors, chez Monoprix, l'écosystème digital, c'est monoprix.fr, naturalia.fr, et c'est aussi Sarenza. Mais si on s'intéresse à ce qui... Plus fort, s'il vous plaît. Et si on s'intéresse du coup à la partie Monoprix, il y a la partie alimentaire et puis il y a la partie non alimentaire. Sur la partie alimentaire, le projet, vous l'avez certainement vu déjà émerger l'année dernière, c'est le projet avec Ocado et l'entrepôt automatisé à Fleury-Mérogis. Et sur la partie non alimentaire, c'est le projet qu'on a fait avec Exotech et chez Prologis à Moissy-Cramayel. Et en termes de temporalité, la roadmap est écrite depuis 2018, fin 2018, début 2019, avec des objectifs de croissance très très fortes, doubler, tripler, quadrupler les chiffres d'affaires sur le web. Il se trouve que la pandémie est arrivée en plein dans le lancement du site alimentaire de Fleury-Mérogis. Donc du coup avec un démarrage très fort. La particularité sur le non alimentaire, c'est que ce site de Moissy-Cramayel, il avait deux objectifs pour le groupe Monoprix. Le premier, c'était de poursuivre sa croissance, évidemment. Et le deuxième, c'était d'avoir une croissance décarbonée. Et ça, Olivier en reparlera. Sur ce premier volet de simplement accompagner la croissance, il se trouve que la pandémie est arrivée alors qu'on était en train de décrire les process, les futurs process du e-commerce, parce qu'un changement d'entrepôt, c'est toujours le bon moment de se poser les questions sur les process qu'on va mettre en œuvre, sachant que nos process historiques, c'était des process semi-automatisés. On avait une partie stockage, une partie préparation manuelle, mais une partie tri et emballage
mécanisée. Et donc on s'était posé la question, avec les objectifs de croissance annoncés, quelle solution retenir. On n'était pas d'ailleurs nécessairement parti sur une solution de stockage robotisé ni mécanisé. On n'était pas forcément parti sur une solution goods to man. Et le Covid est arrivé en plein dedans et a rebattu un peu les cartes. Ça a réorienté nos réflexions parce que déjà on était convaincus comme tout le monde que le e-commerce allait se développer, mais le Covid a accéléré les choses. Ça a vraiment joué le rôle de catalyseur. Surtout sur des marques comme nous qui ont été impactées par le Covid. On était des magasins essentiels, mais tout ce qui était dans notre magasin n'était pas essentiel. Le bébé, c'était pas essentiel. Enfin, une partie du bébé n'était pas essentielle. La femme, c'était pas essentiel. Les enfants, c'était pas essentiel. Et du coup, on s'est retrouvé très rapidement envahi de commandes à traiter parce que la marque propre de Monoprix est forte et que les clients souhaitaient toujours continuer à la recevoir. Donc, ça a été vraiment pour nous l'occasion de réfléchir rapidement à la solution à mettre en place. C'est une solution qui accompagne la croissance, une croissance très forte. C'était l'origine du projet, elle remonte avant le Covid. Là, c'était pour rassembler différentes activités, différents entrepôts qui sont concernés par l'activité e-commerce non alimentaire. Ça date de quand l'origine du projet, c'est 2019. Donc on exploite toujours d'ailleurs toujours un petit peu. On avait 3 bâtiments pour 85 000 m² qui s'occupent de tout le non alimentaire de Monoprix et d'une activité de pondéreux. Et on avait décidé en 2019 avec Prologis de construire un site de 100 000 m² pour nous permettre de nous développer, de regrouper du coup ces 3 sites qui font 85 000 m² dans un site de 100 000 m² qui nous permettent d'avoir cette croissance et cette croissance verte. Ce qui n'était pas écrit, c'était le Covid qui arrivait en 2020. Et le Covid a réorienté notre stratégie sur cette partie e-commerce, pas nécessairement en changeant les surfaces, mais en se disant comment mieux optimiser ces surfaces pour que dans 3 ans, je ne retourne pas voir mon actionnaire pour lui dire « Écoute, tu vas rigoler, mais le site, je me suis engagé sur 12 ans, mais il est déjà trop petit parce que les activités e-commerce finalement ont explosé bien plus fort qu'anticipé. » Et sur cette partie croissance verte, Olivier, donc là, le site, c'est le choix de l'implantation au Prologis Parc de Moissy-Cramayel. C'est un peu innovant comme approche, justement. Est-ce que là, il y a eu déjà au départ une proposition de la part de Prologis sur la partie croissance verte? Oui, alors effectivement, on a... Dès 2012, on a acheté ce site. C'est mieux là. Oui. Dès 2012, on a acheté ce site à un grand industriel d'automobile avec l'idée de redévelopper cette friche industrielle. Donc c'est déjà l'ancienne friche PSA. Hein. C'était PSA qui était opérateur de ce site. Et donc l'idée déjà de reconvertir une friche industrielle, c'est plutôt un peu plus vertueux. Et on s'est dit, mais on a dans notre ADN l'objectif de réduire au maximum l'impact de nos activités sur l'environnement. Donc on fait pas mal de choses et un petit peu dispersé. Et donc on s'est dit, sur ce site-là, on va porter une ambition forte et on va essayer d'aller implémenter, mettre en œuvre la plupart de nos innovations. Et aussi, on va aller gratter sur la partie décarbonation. Parce que là, sur ce sujet-là, on est vraiment au début de l'histoire. On ne savait pas, avant cet actif, évaluer notre empreinte carbone, aussi bien construction qu'exploitation. Et donc, le jeu, ça a été de se dire, bon, déjà, on va se jauger, on va s'évaluer, on va voir ce qu'on pèse. Et puis après, on va essayer d'éviter, de réduire et éventuellement de compenser le reliquat qui est incompressible. D'accord, et de le faire de bout en bout depuis le tout début du projet, quasiment jusqu'à se projeter jusqu'à la fin du cycle de vie entre guillemets de l'entrepôt. C'est en fait, on fait un calcul d'analyse de cycle de vie dans lequel on prend en compte la construction du bâtiment, sa maintenance et sa déconstruction. Et puis on prend les consommations d'énergie du bâtiment pour le faire fonctionner, éclairage, chauffage, mais aussi le process, et on prend ça sur 50 ans. Donc c'est pas à 50 ans parce que c'est plus facile à amortir, c'est pas une question d'amortissement. Là, en l'occurrence, c'est que plus on prend d'années de consommation d'énergie, plus la part, le volume de CO2 à amortir est importante. Et donc on a voulu aller assez loin pour justement dire, bon, on fait quelque chose de solide, de vertueux et durable, d'incontestable et durable. Voilà.
Ok, si on bascule maintenant justement dans la partie intralogistique, là aussi le projet, Sébastien, vous disiez, est-ce que c'est venu après sur la partie automatisation et justement aussi redimensionné avec, face à ce qu'on a pu vivre avec la vague du Covid et l'augmentation des flux e-commerce? Comment ça s'est fait? Est-ce que justement il y avait aussi une notion de rapidité dans le projet sur la partie vraiment préparation en intralogistique? Oui, clairement. Donc si on regarde un peu dans le rétroviseur, hein, on n'a pas besoin de regarder très loin, hein, parce que l'offre avec Exotec a été signée en janvier de cette année. Donc c'est très récent, d'ailleurs c'est tout à fait exceptionnel, parce que demain on va passer le Black Friday dans de bonnes conditions. Ça fait déjà 3 jours en fait que le Black Friday a pour de vrai commencé déjà chez Monoprix. Et aujourd'hui, on passe le Black Friday même mieux que l'année dernière sur nos process historiques. Donc déjà, rien qu'en soi, c'est déjà une belle réussite. Et on remercie évidemment notre partenaire pour cette belle réussite commune. Juste pour revenir à la question, c'est que en fait, le Covid a multiplié par 4 nos ventes e-commerce. Et ça, c'est en tout cas selon ma conception, mais ça vient se multiplier à la croissance qui était déjà prévue dans le cadre du fait que les générations d'après consommeront évidemment différemment des générations d'avant. Et du coup, on s'est retrouvé... Juste multiplié par 4 de manière globale depuis là... Non, sur la période de Covid, ouais. Nos activités ont été multipliées par 4 sur les périodes les plus fortes de fermeture des rayons. Mais du coup, la tendance qui était déjà très forte à 2 chiffres, la tendance du coup était bien plus forte qu'anticipée. Aujourd'hui, on n'est plus par... On n'est plus par 4, mais on est au moins par 2. C'est ça. Et du coup, en tout cas, la courbe de croissance est plus forte que celle qui était anticipée. Vous avez monté une marche. Et donc, du coup, quand on a commencé à tracer la courbe en disant le site de Moissy, il était déjà signé, hein, on s'est dit, en fait, la solution qu'on avait retenue initialement, elle ne nous permettra pas d'accompagner le e-commerce pendant plus de 3 à 4 ans, ce qui était évidemment tout à fait dommage. Donc, du coup, on a réfléchi en urgence pour se dire quelles solutions nous permettent à la fois d'accompagner la croissance, finalement de gagner en surface, puisqu'on pensait qu'on n'allait pas avoir suffisamment de surface sur le e-commerce dans les prochaines années. Donc il nous fallait du coup une solution qui rationalise notre espace au sol et une solution qui s'adapte à la croissance, parce que c'est toujours difficile pour nos actionnaires de payer cash quelque chose qui sera rentable que dans quelques années. Donc on avait besoin d'une solution qui puisse nous accompagner notre croissance sur du moyen terme et pas avoir à construire une machine pour passer les pics dans 3 ans, ni même d'ailleurs les pics de cette année, parce que, on va en reparler, mais un des gros gains sur cette solution Exotec, c'est qu'elle est capable de s'adapter aux pics saisonniers, et ça c'est très important pour un logisticien. D'accord, donc contrat avec Exotec en janvier, c'est ça que je note. Janvier 2021. Et là, l'entrepôt est opérationnel depuis septembre, enfin c'est à peu près ça, septembre 2021. Ok, je m'adresse maintenant à Agile. Alors évidemment, Exotec... on ne peut plus tellement parler de start-up. Vous étiez une start-up quand vous avez été roi de la supply chain, c'était il y a 3 ans. C'était en 2018. Mais on peut parler de scale-up. Alors c'est marrant parce que scale-up, en fait, ça fait penser aussi un peu au Skypod qui monte dans les échelles et dans les racks. Mais maintenant, on vous voit au Japon, on vous voit aux États-Unis. Bon, présentez-nous quand même un tout petit peu l'entreprise et la solution pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit chez Monoprix. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais bon, Exotec, on ne fait rien d'extraordinaire, on fait un goods to person. La différence... Un petit peu plus fort. Allô, un peu plus fort. Ouais. Je dis on fait rien d'extraordinaire, on fait un goods to person. Il y a plein de gens qui font du goods to person. Voilà. La différence, c'est qu'on le fait d'une manière complètement différente de ce qui se fait sur le marché habituellement. Donc on est parti avec 3 critères de base. Le premier, c'est comme était dit précédemment, c'est qu'il faut que ça s'installe très très vite. Donc on est capable d'installer un système avec une commande en janvier et un système opérationnel en septembre. Il y a très très peu de gens, moi ça fait 30 ans que je suis dans l'automatisation, qui soient capables de s'approcher de ce genre de planning et de les réaliser. Le deuxième point, c'est la flexibilité et la scalabilité, ce qu'on dit en franglais. C'est en fait la capacité à adapter l'investissement à la croissance du client. Donc dire on ne va pas investir pour dans 5 ans ou dans 10 ans, on investit pour dans 1 ou 2 ans et puis on se revoit et on va augmenter soit le nombre de robots, soit le nombre de positions de rack, soit la conformation. Et puis derrière tout ça, on a une vision qui est je dirais presque depuis le début, de frugalité. C'est-à-dire que quand on veut déplacer quelque chose, un carton, un bac, on ne va pas prendre une machine qui pèse 4 tonnes pour déplacer un carton qui fait 20 kg ou 30 kg.
mais on essaye d'avoir la machine la plus petite possible. Alors au début, c'est une façon de voir les choses. Il s'avère qu'on se rend compte que ça a un énorme avantage en termes environnementaux, puisque ça permet d'être très économe aussi en énergie. Et un robot, pour vous donner un chiffre comme ça, qui est un peu brut de décoffrage, mais ça consomme 300 watts. C'est pas grand-chose, 300 watts en continu, pour transporter des colis qui font 20 à 30 kilos systématiquement d'un point A à un point B, c'est-à-dire du stock vers l'opérateur. Vous avez fait une comparaison avec un système à navette, par exemple, qui serait à peu près similaire pour voir la consommation énergétique? Alors, il y a un gros débat en interne chez Exotech parce qu'on est plusieurs à avoir travaillé dans le domaine. Moi, ça fait 30 ans que je vends de l'intralogistique. Moi, je suis sur un facteur en gros de 6 à 8 en réduction de consommation énergétique. Et il y a peut-être même un facteur encore plus important, c'est la puissance installée. C'est-à-dire que entre la consommation et les besoins de pic de puissance, quand vous accélérez une machine de 4 tonnes, qui est un mini-load par exemple, ou vous accélérez un robot qui fait 40 kg, le pic d'énergie dont vous avez besoin à un instant donné n'est pas du tout le même. Et ça veut dire que vous avez des entrepôts où vous installez de la mécanisation, vous êtes obligé de mettre un nouveau TGBT, vous êtes obligé de faire une ligne d'alimentation électrique spécifique, alors que nous, on se branche sur l'électricité standard d'un bâtiment logistique sans avoir besoin d'équipements complémentaires. Donc tout ça, ça participe à une réduction des besoins, une réduction de la consommation d'énergie, mais aussi de toutes les externalités liées à l'énergie dans un bâtiment. Sans oublier, on peut peut-être juste regarder un peu de quoi il en retourne. Après, on pourra voir si on a des questions sur la partie technique. Alors ce nouveau bâtiment de 100 000 m² regroupera deux activités, tout ce qu'on appelle le non alimentaire chez Monoprix, donc le textile, le maison loisirs, la parfumerie, le maquillage, tout ce qui concerne la beauté, et une partie aussi boisson. C'est aussi un entrepôt qui est omnicanal pour nos magasins, mais aussi pour livrer directement chez les clients qui auront commandé via les canaux digitaux. C'est un entrepôt technologique, la préparation sera robotisée grâce à notre partenaire Exotech, ce qui garantit évidemment une qualité de préparation exceptionnelle. C'est une solution qui va nous permettre à la fois de stocker plus. On voit une capacité de stockage de 11 mètres de haut, évidemment ça rationalise notre capacité de stockage. Évidemment la rapidité de traitement de la solution, on sait qu'aujourd'hui des acteurs comme Cdiscount ou comme tous les nouveaux quick commerçants imposent de nouveaux standards et cette solution-là permettra de répondre pleinement aux besoins de nos clients et c'est aussi une solution modulable qui permet d'adapter la solution au fur et à mesure du déploiement et de la croissance de l'activité. C'est aussi un entrepôt qui prend soin de ses salariés dans des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Nos salariés de Boissy-Cramayel pourront travailler dans un environnement lumineux, silencieux, mais aussi sécuritaire. C'est un partenariat magique entre Monoprix, Prologis et Exotech, un partenariat au service de logistique, innovante, moderne, mais bien sûr responsable. Ce projet de plateforme logistique est un concentré de toutes les innovations qui visent aux économies d'énergie et à l'engagement sociétal de Prologis. C'est combien de robots là Alors, aujourd'hui? c'est ce qui était dit avant, c'est variable. C'est-à-dire qu'en période normale, il doit y avoir, moi si je me trompe, 36 robots ou quelque chose comme ça, 38 robots. Donc ça, c'est pour la période étale où on est dans le flux moyen. Et la solution est capable d'absorber beaucoup plus de flux et donc beaucoup plus de robots. Et il y a deux moyens de le faire. Soit c'est de la croissance, et à ce moment-là, on peut augmenter la flotte par acquisition de robots complémentaires. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans la période où on est, qui est le Black Friday, c'est la capacité à louer des robots pendant une période très courte. Et donc, un peu comme on prend du personnel intérimaire quand on a un effort de pointe sur une saison, eh ben, on va prendre des robots intérimaires. Et ça permet d'augmenter la capacité de production du système sans avoir besoin d'investir sur 12 mois alors qu'on a besoin de ces robots pendant 1 mois, 2 mois. D'accord, donc là on en profite puisque là c'est le timing parfait puisque c'est demain le Black Friday, même si Sébastien, vous nous avez dit que ça avait déjà commencé un petit peu depuis lundi. Concrètement, là sur le système Exotech, on en est où dans l'entrepôt? Vous avez déjà mis en place de nouveaux robots, mis en place un process uniquement pour cette période de pic d'activité? Donc, l'installation, c'est aujourd'hui 7 stations de préparation. C'est une petite quarantaine de robots et c'est une grille qui peut accueillir 50 000 bacs. Ça fait à peu près 1 million de pièces.
On n'est pas loin d'ailleurs, on est en pic de collection en ce moment, juste avant le Black Friday, juste avant les soldes. Et on savait depuis le début, hein, mais comme le Black Friday c'est devenu l'événement majeur de l'année, hein, même devant les soldes et de loin maintenant, on savait que soit on partait sur une technologie qui nous permette de passer ce pic, soit on choisissait une technologie qui nous permettait de passer ponctuellement ce pic. C'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on a 60 robots, là aujourd'hui même. Hein. Donc nos 40 titulaires, on va dire, et nos 20 robots intérim, hein, sauf qu'ils ceux-là, ils sont faciles à former. Donc ils fonctionnent depuis le début de la semaine. Pour l'instant, ils tournent ou ils tournent pas. Demain, ils tourneront tous. L'autre chose qu'on a mis en place, ça c'est assez logique, mais là on a une 3e équipe qui vient de se mettre en place et qui va tourner la nuit. Donc en fait on a plusieurs possibilités pour passer ces pics, louer des robots, augmenter évidemment la plage horaire de fonctionnement, hein, parce que Exotech a des périodes de fermeture très courtes, hein, pour la maintenance. Donc on peut quasiment travailler 24 heures sur 24, 6 jours sur 7 en tout cas sur nos activités non alimentaires. Donc ça aussi c'est un gain, et on pense passer en tout cas jusqu'à ce matin, j'ai pas reçu de texto, mais en tout cas, on pense passer les activités normalement, sans retard, avec la promesse habituelle, c'est-à-dire toutes les commandes qui sont passées à jour J jusqu'à 17-18 heures seront traitées aujourd'hui et potentiellement dans les magasins Monoprix pour ceux qui auront choisi la solution de retrait dès demain matin 6 heures. Concrètement, là, évidemment, c'est un pic d'activité qui est un peu quand même annoncé et prévu. On peut avoir des pics un peu plus surprenants. La manière de rajouter des robots, là, il faut l'anticiper combien de jours à l'avance? C'est-à-dire que vraiment, on peut rajouter un robot, on appuie sur un bouton et il s'intègre avec les autres. Alors, techniquement, oui. Je sais pas. Techniquement, vous m'entendez là? Ouais, Techniquement, ajouter un robot sur une installation, c'est effectivement le sortir de son carton, le poser au sol, appuyer sur le bouton on et c'est terminé, il fonctionne. Maintenant, si vous nous demandez 100 robots pour après-demain, ça va être un petit peu compliqué logistiquement. Et il faut prévoir ça quelques semaines ou un mois et demi, 2 mois peut-être à l'avance. Mais en termes d'impact sur la solution, quand on va rajouter des robots, il suffit qu'on les mette en service. Le robot va se connecter au réseau Wi-Fi interne du système, télécharger la cartographie de l'entrepôt, ça lui prend quelques minutes, et vérifier que son état de batterie est bon, et ensuite il est une ressource utilisable. Point important, Sébastien disait, en termes de disponibilité, oui, l'installation, elle peut tourner 24 sur 24, parce que la maintenance peut se faire en sortant un des robots pour lui faire sa maintenance, et en laissant les autres tourner. Donc on a des sites qui tournent 24 sur 24, et comme la charge est intégrée dans le flux, il n'y a absolument aucun arrêt nécessaire. Contrairement à des grosses installations mécanisées, où il faut au moins une fois par semaine faire un arrêt de quelques heures, voire une demi-journée, pour pouvoir faire un certain nombre d'obligations de maintenance régulières qui sont nécessaires. Donc c'est comme un peu les inventaires tournants, là c'est la maintenance tournante un peu. Voilà, exactement, oui, c'est tout à fait. Je vais retenir la phrase parce que c'est un bon argumentaire commercial. Ok. Ça veut dire que vous en avez toujours en réserve pour vos clients? Là, vous avez une réserve de robots Exotech par devers vous? Oui. Alors ça, je dirais, c'est un peu le mode de fonctionnement d'Exotech. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des robots pour un client. On a une usine de fabrication qui est basée à Lille, à côté de Lille, à Croix, dans le Nord, qui a une capacité de production, et on produit des robots quoi qu'il arrive. Donc on lisse notre production, et après on a un entrepôt logistique dans lequel on stocke des robots, et on peut prendre sur ce stock soit pour installer des nouveaux systèmes, soit pour éventuellement faire de la location si nécessaire. Et donc on a des clients déjà qui nous ont prévenus assez rapidement, enfin assez court, pour dire j'ai besoin de robots supplémentaires. On les a en stock, on les livre, c'est extrêmement rapide. Ok. Peut-être on peut juste faire un focus, parce qu'évidemment on est sur Supply Chain Event, on parle aussi justement digital, système d'information. Sébastien, sur la partie SI, est-ce qu'il y a eu justement une intégration particulière? Déjà vous aviez peut-être des WMS existants sur les entrepôts existants. Comment ça s'est passé, et l'intégration aussi avec le système Exotech? Exotech, en fait, chez nous, ne voit que le WMS. En l'occurrence, le WMS de cette activité-là, c'est Manhattan. Donc, en fait, pour nous, Exotech, c'est pas un terme péjoratif ce que je vais dire, mais c'est une boîte noire. En fait, on lui envoie des informations, il nous renvoie des informations. Ce qu'il en fait, il le fait très bien. Mais il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça ce que Exotech va faire. C'est assez simple. Il y a des flux d'entrée, des flux de sortie.
Après, c'est nous qui faisons c'est nous qui nous débrouillons en amont avec notre WMS, notamment pour les questions de RFID, d'intégration, de contrôle d'intégration. Donc ça, c'est nos outils qui discutent avec le WMS. Le WMS simplement donne l'information du bac qui arrive à ranger dans Exotech, lui donne les commandes à préparer, Exotech lui dit ce qu'il a préparé, et puis ça s'arrête là. Finalement, c'est quand même assez simple. Après, le cœur de l'intelligence est dans Exotech, mais on n'a pas eu à rentrer dedans en tout cas. Oui, parce que vous aviez déjà sur l'ancien entrepôt, qui est en cours de... ça y est, maintenant le déménagement est fait. C'est fini. Est fini, donc l'ancien entrepôt, on a le droit de le dire. Vous utilisiez de la RFID, alors là, vous continuez à l'utiliser avec justement avec Exotech, c'est-à-dire que tous les articles sont tagués quand ils rentrent dans les bacs. Est-ce que pour le système Exotech, ça apporte quelque chose ou c'est plus sur la partie magasin? Non, le RFID chez Monoprix, il a été créé pour les magasins. Simplement, nous, on y a vu évidemment une opportunité. Il y a beaucoup d'avantages d'avoir des solutions qui montent très haut et qui sont très rationnelles en termes de place. Mais par contre, pour faire un inventaire à l'instant T de toutes les cases, à moins d'envoyer Spider-Man, c'est compliqué. Donc, même s'il y a des process aussi d'inventaire tournant qui marchent très bien, mais on ne peut pas du coup du jour au lendemain se dire tiens, mes stocks sont dégradés, je vais m'arrêter une journée, je vais tout compter et puis je vais redémarrer propre. Ça, c'est pas possible. Donc du coup, il faut vraiment contrôler coûte que coûte la fiabilité du stock qui est dans ces solutions-là et qui est dans Exotech, parce que c'est aussi l'information qui est donnée au client sur le front. Donc il faut 100% de fiabilité en entrée. Ça, en l'occurrence, c'est pas Exotech qui le fait. Ça, c'est moi qui le fais avec des outils, avec nos outils, avec les boîtes qui bossent pour nous. On a des tunnels à l'entrée qui vérifient que ce que l'opérateur a déclaré est bien conforme avec ce que le RFID déclare, ou est-ce que tous les tags sont bien connus dans le système. Et donc 100% des bacs qu'on met à disposition d'Exotech, on les a contrôlés en poids et en hauteur. Ça, c'est des contrôles que demande Exotech. Et on les a contrôlés aussi en fiabilité de ce qu'il y a dedans. Et donc si jamais les bacs ne sont pas conformes, ils sont écartés et nous on les recontrôle. Ça peut être plein de problèmes de tags RFID, d'antivol collés sur le tag. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de faire d'inventaire? C'est-à-dire vous faites l'inventaire à l'entrée ou bien il y a quand même une obligation de faire un inventaire par-dessus? Non, on fait des opérations d'inventaire tournant parce que quand il ne reste plus qu'une pièce dans le bac, ça c'est des paramétrages avec Exotech, mais Exotech nous propose de valider qu'il reste bien qu'une pièce. On fait une partie inventaire tournant, mais du coup on n'a plus besoin de... les commissaires aux comptes du coup, nous autorisent du coup, à ne plus faire d'inventaire, un inventaire fiscal annuel. On montre que le process est suffisamment robuste et ça fonctionne bien comme ça. Ça c'est pour la partie amont. Et en aval par contre, là on utilise Exotech. Donc en amont, c'est essentiellement pour de la fiabilité et un peu pour de la rapidité, parce qu'avant, quand même, les gens contrôlaient les pièces une par une, et là, ils n'ont plus besoin. On y va, 9 fois sur 10, ça passe, 1 fois sur 10, ça passe pas, et on recompte, mais on recompte qu'une fois sur 10, c'est pas 10 fois sur 10. Et en sortie, c'est plus pour des questions là, pour le coup, de rapidité et un peu de fiabilité, parce qu'évidemment, c'est bien plus rapide de prélever une pièce dans un bac, qui peut être multi-référence, de la passer devant un lecteur sans avoir à chercher le code barre ou orienter le code barre correctement. Donc là, on le passe devant le lecteur, après le bac s'allume, on le dépose, et puis voilà, ça fiabilise et ça permet d'exécuter beaucoup plus rapidement. Si je peux ajouter quelque chose sur les RFID, c'est le 3e entrepôt chez Exotech qui utilise la technologie RFID. On a déjà fait, 3e entrepôt, c'est même plus que ça, c'est le 5e, puisqu'on en a fait 3 pour Uniqlo Fast Retailing, qui sont aussi full RFID, donc où les fonctions qu'a décrit Sébastien de réception, où on est l'intégrateur complet de la solution, même avec la RFID, donc on positionne les tunnels pour faire la lecture et sécuriser l'inventaire en entrée, et où on valide tous les pickings. Et l'un des avantages clés de la RFID au niveau d'un poste de picking, c'est que normalement il faut compter. Dire, voilà, on demande d'en prendre 3 quand on n'est pas en e-commerce, les poids à la ligne sont en général plus faibles, mais quand on est en B2B, on a des poids à la ligne qui sont de l'ordre de 2 à 3 à 4 pièces. Et là, avec la RFID, on prend les 4 pièces à la main, on les passe devant le lecteur et le lecteur dit il y a bien 4 pièces, on valide le picking. Et donc on a une rapidité et une sécurisation, non seulement de la référence, mais en plus du comptage. Donc on a vraiment une solution qui est beaucoup plus robuste. Ok. Comme je vous le disais en introduction, la performance, c'est la performance logistique, mais c'est aussi la performance environnementale. Et je pense que c'est vraiment important maintenant de le mettre en avant. Juste, Sébastien, en quelques mots, quels sont les objectifs aujourd'hui de Monoprix en matière de réduction des émissions, de performance environnementale, justement? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Chez Monoprix, comme chez beaucoup de distributeurs,
Pour nous, le RSE, nos objectifs, c'était essentiellement sur la green mobility. Le groupe Monoprix était les premiers, il y a 20 ans, à déployer les premiers véhicules au gaz. En 2008, on était les premiers à avoir une flotte au gaz en Ile-de-France. Maintenant, on fait du biogaz, on a une partie de notre flotte qui est décarbonée, mais on a beaucoup réfléchi que transport pendant des années. Après, dans les années 2010-2015, on a commencé à se dire, tiens, le froid de nos entrepôts frigorifiques pollue beaucoup, donc on est passé sur des solutions ammoniaques. On était vraiment que sur des... c'était un peu, on commençait le green building un tout petit peu, mais uniquement sur le froid. Et c'est la première fois qu'on a commencé à se dire, et Prologis est venu avec des très belles solutions, mais on s'est dit, si jamais vraiment on veut arriver aux ambitions, à nos ambitions déjà en tant que citoyens et aux ambitions fixées par nos patrons, dans le groupe Casino, c'est la neutralité carbone en 2040 et c'est divisé par 2 nos émissions en 2030. Donc c'est des objectifs assez puissants. Du coup, on s'est dit on n'y arrivera pas qu'en travaillant sur le transport. Il va falloir qu'on travaille aussi sur l'impact de nos bâtiments. D'où ce premier effort avec Prologis. Oui, alors donc Olivier, on peut revenir un petit peu sur. Vous avez esquissé tout à l'heure les quelques solutions, mais savoir un petit peu en quoi ça consiste réellement et sur quoi vous avez travaillé pour vraiment réduire cet impact, jusqu'à dire que c'est vraiment du zéro carbone. Expliquez-nous un peu. Alors en fait, c'est assez simple finalement, puisqu'il faut faire cette analyse de cycle de vie dont on parlait tout à l'heure et qui tient compte donc de la construction et des consommations d'énergie. Et quand on classe ça par famille, on voit les postes les plus importants sur lesquels il faut agir pour avoir des résultats importants. Donc pour prendre quelques exemples sur le bâti, par exemple, on utilise beaucoup de bois. Vous l'avez vu sur les images, toute la charpente, toute la poutre, les poutres et les pannes sont en bois. Et donc ça nous permet de décarboner beaucoup la construction. Donc on a fait aussi des essais sur le béton. Voilà, tous les choix que l'on fait pour les bureaux, par exemple, c'est d'essayer de trouver des matériaux qui sont biosourcés avec une empreinte carbone plus faible. Après, on travaille aussi bien sûr sur les énergies, parce que les énergies représentent une grande partie de cette carbonation, surtout sur un cycle de vie de 50 années. Et donc là, il y a plein de solutions. Donc il faut, à chaque projet, il n'y a pas une solution magique, il faut étudier les bonnes solutions. Vous avez fait des efforts sur le chauffage notamment. Alors voilà, le chauffage, bâtiment. Par exemple, ce bâtiment-là, je pense à des rares bâtiments logistiques en France à ne pas être accordé au gaz. Donc le gaz est une solution confortable mais très carbonée. Donc on a aujourd'hui mis en place des systèmes qu'on voit à l'écran qui s'apparentent à de la géothermie, en fait, où on stocke en hiver le froid dans le sol qu'on restitue l'été et la chaleur l'été qu'on restitue l'hiver. Donc tout ça couplé à un système de pompe à chaleur piloté avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, permet d'optimiser de façon extrêmement importante les consommations d'énergie. Donc elles sont moins importantes et en plus elles sont optimisées dans leur fonctionnement. Donc on les délivre au bon moment. On a mis en place bien sûr des éclairages LED, détecteurs de présence, intensité variable. On a contracté de l'énergie verte, c'est-à-dire que l'électricité, qui est la seule énergie qui alimente ce bâtiment, est une énergie renouvelable, qui alimente ce bâtiment. On a mis du solaire en toiture, alors du solaire en autoconsommation d'ailleurs, c'est-à-dire que les panneaux qui sont sur le toit alimentent le projet directement lui-même. Vous voyez, il y a vraiment tout un panel de solutions qui, additionnées les unes avec les autres, nous ont permis de réduire l'empreinte carbone de ce bâtiment de 80%. Et en tenant compte donc de ce cycle de vie sur 50 années. Et donc les 20% qui restent, qui sont à l'heure actuelle un peu compliqués à réduire parce que technologiquement, on n'a pas encore le béton bas carbone, performant, le bardage bas carbone, etc. Donc ces 20% qui restent, on est amené à faire, si on veut aller à zéro, à faire de la compensation par des projets de reforestation qu'on essaie de faire localement, mais aussi au niveau international, de manière à arriver à diminuer cet impact et de le ramener à zéro. Et donc tout ça, c'est vraiment dans une démarche où on a la conviction partagée que l'écologie ne s'oppose pas ni au social ni à l'économie. En fait, on va finalement dans la même direction et les optimisations qu'on faisait
je dirais, depuis des années dans un but financier peut-être, aujourd'hui, en fait, elle bénéficie aussi à l'environnement finalement, puisque cette optimisation permet de réduire les kilomètres de transport, permet de réduire l'énergie qu'on consomme quand on met en place des systèmes de robotisation, permet de réduire aussi l'empreinte, la surface de bâti sur une parcelle, hein, puisqu'on densifie les opérations dans un bâtiment. Donc on a vraiment un cercle vertueux qui nous fait dire que ce démonstrateur, en fait, aujourd'hui est exceptionnel, parce qu'il n'y a pas eu d'équivalent dans le monde à cette échelle-là. Mais on est convaincu que dans 5 ans, on fera tout ça, quoi, finalement. Donc là, chez Prologis, c'est une première dans le monde. Oui, il y a à l'heure actuelle, mais même tout secteur confondu, on n'est pas des donneurs de leçons, on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais aller aussi loin dans la réduction, l'évitement et la compensation, toute typologie d'actifs confondus, c'est extrêmement rare. Et sur un bâtiment logistique, on n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle. Et vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous êtes le bailleur. Je crois que Monoprix là, vous loue, en tout cas là c'est un bail de 12 ans reconductible. C'est plus cher du coup le loyer quand on a un bâtiment comme ça ? Si on part de ce principe, je pense qu'on ne va pas louer nos bâtiments. En fait, aujourd'hui, nos clients ils sont prêts à donner une valeur à ces sujets-là, mais pas une valeur qui soit déconnectée du marché. Parce qu'après, derrière, il faut que leurs opérations soient performantes. Et donc, si on fait des trucs super, mais qui nous amènent à des loyers qui sont au double du marché, c'est mort. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut rester dans les valeurs de marché. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on met en place ces systèmes-là et que ces systèmes-là produisent des économies d'énergie, par exemple, ça s'équilibre. Donc, en fait, l'impact de la mise en place de ces systèmes n'est pas très important. Aujourd'hui, la technologie disponible, elle n'est pas très chère. Donc, on peut faire des choses assez performantes. Et en parallèle de ça, les économies qu'elles produisent permettent largement d'amortir ces systèmes. Sur la durée du bail ? Oui. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. On a encore, alors là on a 5 minutes pour les questions, mais il faut pas se gêner si vous avez des questions, au contraire, parce que c'est un peu le but des conférences. Vous avez de la chance par rapport aux gens qui sont en streaming d'être là et de pouvoir poser des questions, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Claude Sonzoni, KRT Conseil. J'ai une question par rapport à l'augmentation d'activité pour le Black Friday. On peut augmenter le nombre de robots, mais le nombre de stations de préparation, lui, il est fixe, non ? Comment on s'adapte à ce moment-là ? Oui, c'est clair que le nombre de stations, il faut qu'il soit prévu au départ. Mais quand on regarde le ratio d'investissement entre le nombre de robots et le prix d'une station à servir, il y a un facteur qui est extrêmement important. Donc on peut se permettre d'avoir une station qui est là, qui ne sert pas une partie de l'année, et ne louer que la partie très chère de l'installation, qui sont les robots, pendant une période très courte. Donc on a effectivement, vous avez tout à fait raison, le besoin d'avoir la station nécessaire. Après, on voit sur certains de nos clients qui ont le même schéma, une augmentation de la capacité de production, c'est-à-dire que les personnes, les employés ont un bonus et accélèrent un peu la cadence pendant cette période-là. Donc il faut bien sûr plus de robots pour pouvoir accélérer la cadence sur une station. Donc c'est pas une réponse brute, mais de base, je dirais que oui, il faut des stations. Vous surdimensionnez légèrement le nombre de stations. Les stations, on ne peut pas les louer, ça serait quand même si on les installe en un week-end, ça serait compliqué de les installer, de les démonter. Et aujourd'hui, une station, c'est combien de pièces de préparation par équipe ? Je pense que Sébastien peut répondre mieux que moi, parce que Alors, ça dépend de la prise à la ligne. Voilà, il y a un certain nombre de dimensions à prendre en compte, mais en tout cas, l'équipement aujourd'hui installé par Exotech, il nous permet de dépasser les 350-380 présentations de robots à l'heure. Donc, en vrai, il faut l'homme qui soit capable d'aller aussi vite derrière. Mais juste, c'est pas un secret. Mais là, on est à donc les intérimaires qu'on a formés, qui sont arrivés lundi pour le Black Friday, les premiers sont en train de dépasser les 300 à l'heure. Là, aujourd'hui, on espère qu'ils vont aller un peu plus haut encore, 320, 330 serait bien.
pour aller après plus loin. Encore, on verra. Le RFID nous aide à atteindre ces performances, alors qu'avant, sur des préparations traditionnelles, mais ça, vous connaissez les chiffres, qu'on a des intérimaires qui sont à 180 ou 200 au bout d'une semaine, on est content déjà. Ok. C'est bien 300 bacs ou 300 pièces à l'heure? 300 bacs. Bah justement, c'est 300 bacs, mais il peut y avoir plusieurs pièces par bac si Ouais, jamais c'est la prise à la ligne. C'est énorme. Pour vous donner des chiffres, parce que c'est extrêmement dépendant du process du client. Donc, comme disait Sébastien, il y a la RFID qui aide, mais il y a aussi, si vous faites du cristal ou si vous faites du t-shirt, vous n'allez pas à la même vitesse. Donc, on a des clients, les performances les plus basses sont aux alentours de 180 présentations de bacs à l'heure. Et le plus rapide actuellement, celui qui détient le record, ils sont sur du 450 tenus en 7 heures. 7 heures de moyenne sur la journée. Et sur une station. Sur une station, oui. Impressionnant. Non, justement, c'est assez impressionnant parce que ça tient. Après, pour avoir vendu beaucoup de Gusto personnes, j'ai vu des gens qui vendaient des solutions qui prétendaient atteindre des 500, des 600. Là, ça devient quand même très, très compliqué. Mais ça dépend vraiment beaucoup de la typologie du produit. Est-ce que le produit est lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'il est facile à prendre? Il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte, quand même. Est-ce qu'on a une autre question? Ce sera sans doute la dernière parce que pour qu'on respecte l'horaire. Non, ça vous inspire pas de questions? Ou alors on a été très 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 exhaustif. Oui, j'ai encore une question. En termes d'investissement, le ROI, c'est quoi par rapport à une solution traditionnelle? Ça, c'est une bonne question. Alors, ça, je vais me permettre de répondre. C'est pareil, c'est assez variable parce que tout dépend du taux d'utilisation effectif du système. Les cousins de Samada Monoprix, que sont Cdiscount, qui sont notre premier client historique, Cdiscount a acheté le premier système. Sur les rois de la supply chain, avaient annoncé qu'ils étaient à moins de 4 ans en termes de ROI. Donc après, tout dépend de la complexité du système, tout dépend du process, mais on va dire qu'entre 4 et 5 ans, oui, on est sur des choses à peu près cohérentes. Et Ok, donc on va finir là-dessus en se rappelant que là, le ROI, pour le coup, il est aussi environnemental. Et là, pour une fois, on peut vraiment aussi le mettre en avant. Je pense qu'on peut applaudir nos 3 intervenants parce que c'était super intéressant.